Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène. Aujourd'hui, je vais chez Auguste Rodin à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Avec Rose Beuret, sa compagne qu'il épousera à la toute fin de sa vie, ils posent leur valise, Villa des Brillants. Rodin a alors 43 ans. Il y vivra plus de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1917. Rose et Auguste sont enterrés dans le parc. C'est donc sa dernière demeure, un lieu de vie et de travail. Un lieu de mémoire aussi, pour appréhender la modernité de l'art de Rodin et l'héritage qu'il nous transmet à travers ses œuvres. J'arrive dans la maison de Rodin, que l'on aperçoit au fond. Pour y parvenir, une grande allée bordée d'arbres. Et à gauche, nous accueille le baiser en bronze. Un peu plus loin, la statue de Balzac qui nous tourne le dos. Elle est placée dans le petit jardin qui est juste devant la maison. Je vais à la rencontre de Bénédicte Garnier, qui va nous faire visiter la Villa des Brillants, donc à la fois la maison de Rodin, mais aussi tout le domaine qui l'entoure, avec ses ateliers, ses jardins et puis également sa prairie. Là, on part vraiment en immersion dans l'intime de Rodin, voilà, avec cette villa, avec cette résidence atelier qu'il a occupée pendant 24 ans jusqu'à sa mort en 1917. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce très très beau lieu où a vécu Rodin. Donc vous êtes responsable de la maison musée de Rodin à Meudon. Oui, tout à fait, et nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci vraiment. Donc là, nous nous trouvons devant la maison de Rodin, donc une maison du 19e siècle. C'est une maison qui a été construite dans les années 1880 par une femme artiste peintre, Delphine de Caules, et qui a été ensuite occupée par Rodin à partir de 1893. Donc on peut peut-être la décrire, c'est une façade néo-Louis XIII ? Oui, tout à fait. C'est une maison qui n'est pas très grande, en briques et en pierre. Et Rodin a surtout été ébloui par peut-être pas tellement par la maison, mais par cet emplacement, puisque la maison se situe sur une colline et qu'elle domine la Seine. Pourquoi Rodin est venu s'installer à Meudon ? Pourquoi n'est-il pas resté à Paris ? Cette période, c'est une période très particulière dans la vie de Rodin. 1893, c'est juste après, en fait, l'époque où Camille Claudel le quitte. Et
Aussi, c'est une période où beaucoup d'artistes quittent Paris pour avoir des maisons dans la couronne parisienne. Et on peut penser aussi à Claude Monet, à Giverny. Et c'est aussi un peu un retour pour lui, une envie de vivre au sein de la nature. Et il faut dire qu'à cette époque, Meudon n'est pas encore aussi construit qu'aujourd'hui. Il découvre cette maison à la limite d'Issy-les-Moulineaux et de Clamart, la Villa des Brillants. Et là, c'est le coup de foudre et il s'y installe. Dans cette maison, il trouve l'espace. Il y a déjà un atelier d'artistes, petit certes, mais il y a un petit terrain autour avec des bassins, un jardin et surtout une vue magnifique sur la Seine, sur le Mont Valérien et puis aussi sur Paris avec la Tour Eiffel. Et il peut aller facilement travailler par le train au dépôt des Marbres, rue de l'Université à Paris, tous les jours. Et il continue à faire donc le trajet tous les jours pour travailler à Paris. Donc il vient comment d'ailleurs ? Alors Rodin vient en train. Peut-être en bateau aussi, mais surtout en train. Et donc, il a un cheval et une carriole qui l'amènent à la gare. Tout d'abord à Meudon, la gare de Meudon-Val-Fleury, qui existe déjà. Et puis en 1901 est construite la gare de Montparnasse. Et là aussi, il a un autre train qui peut l'amener à Paris. Donc, c'est assez pratique pour lui d'habiter Meudon. D'accord, donc c'est pas une maison de campagne, c'est sa vraie résidence. C'est sa vraie résidence. Il a abandonné son appartement à Paris, rue des Grands Augustins, et il habite là jusqu'à sa mort en 1917. Est-ce que le fait d'arriver à Meudon marque un tournant dans sa façon de créer ? Alors ça, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est une période très difficile au niveau de la création pour lui, parce qu'il a reçu la commande du Balzac et cette statue, ce monument, lui pose beaucoup de questions sur sa création. Il y travaillera jusqu'en 1898 et la statue sera refusée après son exposition au Salon. Donc c'est une période très compliquée, très complexe de remise en question de sa sculpture et aussi ce qu'on peut appeler un retour à l'antique chez Rodin. Avec, d'une part, c'est aussi à Meudon qu'il va construire une immense collection d'antiquités qu'il a déjà commencé un peu à Paris, mais qui va vraiment se développer à Meudon. C'est une période aussi où il a plus d'argent, donc plus de commandes et il peut acheter ses antiquités. Et puis c'est une période aussi de changement dans sa sculpture où il va s'intéresser beaucoup à ce qu'on appelle la figure partielle avec des œuvres comme la Méditation par exemple, le monument à Victor Hugo. Et ce retour à l'antique va se traduire à la fois par ce goût pour la collection, cette boulimie de la collection, et puis en même temps ce changement dans sa sculpture. Bénédicte, je vous propose maintenant d'entrer chez Auguste Rodin et Rose Beuret. À l'époque, ce n'est pas encore Madame Rodin. Non, ce sera Madame Rodin qu'à la toute fin de la vie de Rose Beuret, en janvier 1917, 3 semaines avant sa mort. Ah oui, 3 semaines avant sa mort. Il était temps. Située sur les hauteurs de Meudon, avec une vue magnifique sur la Seine, la Villa des Brillants a été rénovée en 1997 à partir de photos d'époque. En entrant chez Rodin, on plonge dans son quotidien, fait de travail et de plaisir, et on découvre l'atmosphère d'une maison d'artiste du 19e siècle. Ça sent bon le parquet ciré qui craque sous nos pas. Ah, ça sent... c'est marrant, ça sent
comme quand j'allais chez ma grande-tante. Tout le monde me dit ça. Ça, C'est c'est la fou. grand-mère, ça, c'est la grande-tante, ça, c'est le... Toi aussi. C'est la Madeleine de Proust. Oui. Alors là, on entre dans une pièce qui fait office à la fois d'atelier et de salle à manger, salle d'exposition également. Oui, nous sommes dans l'atelier qui était en fait l'atelier de Delphine de Caules, la première propriétaire de la maison. C'est un atelier destiné à la peinture et pas du tout à la sculpture, mais ça a été le premier atelier de Rodin à Meudon. Et c'est pour ça que nous y exposons quelques plâtres, en particulier cette série des années 1900, présentée sur des colonnettes ou des gaines. Et puis, cette pièce a servi aussi de salon, de salon de réception. Et nous y exposons dans 2 vitrines une partie de cette collection d'antiques dont je vous parlais, qui était exposée dans toutes les pièces de Meudon. Voilà, une grande verrière au nord pour la réalisation de peinture. Et puis une véranda. Et une véranda, et il faut imaginer qu'à l'époque de Rodin, il n'y avait pas tous ces arbres devant la véranda, et que de la véranda, on pouvait voir la vue sur la Seine et sur le paysage en face. D'accord, oui, ça devait être très beau. Donc là, il passait. Qu'est-ce que l'on peut imaginer de lui là il admirait la nature. Alors oui, il admirait la nature. On sait qu'il se levait tôt le matin pour faire des promenades dans le jardin. Il était entouré de beaucoup d'animaux aussi. Il avait non seulement des chiens, il a eu un singe, il avait évidemment un cheval pour tirer sa voiture à cheval, mais aussi une vache et des animaux de basse-cour. Il avait aussi une sorte de petite économie et un potager dans le jardin pour se nourrir. Donc c'était un vrai petit monde de Rodin à Meudon. Il construit son mythe à Meudon. Donc là, il pose dans le jardin, il montre ses collections d'antiques. Antoine Bourdelle dit qu'il est un peu comme Phidias sur son Parthénon. Il fait des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments antiques pour certains. Donc c'est un peu la construction du mythe de l'artiste avec son lieu, comme Monet à Giverny, qui va inviter toutes sortes de personnalités, comme le roi d'Angleterre, Eleanor Roosevelt, mais aussi ses amis artistes qui vont séjourner ici, comme le jeune Brancusi aussi, ou Antoine Bourdelle, qui a aussi une maison à Meudon. Donc c'est vraiment, à l'époque, c'est un peu une sorte de poncif, cette idée de la visite au grand homme. Et là, on va monter la colline de Meudon pour se rendre à la Villa des Brillants et rencontrer le maître qui va vous montrer à la fois son atelier, ses plâtres, mais aussi sa collection d'antiques, comme ça, en miroir de son œuvre. Donc il y a tout un jeu, il y a toute une mise en scène dans le jardin où sont exposées aussi ses sculptures et ses antiques, pour exprimer en fait une image du sculpteur qu'il souhaite. Et il faut dire qu'à l'époque, à partir de 1900, Rodin est très connu dans le monde entier de l'art, et qu'il y a des artistes du monde entier qui veulent le rencontrer et qui veulent se rendre dans son atelier pour voir ses sculptures. Le dépôt des marbres, Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le dépôt des marbres, c'est un atelier qui se trouve rue de l'Université, pas très loin de la Tour Eiffel, et en fait qui a été alloué à Rodin par l'État. C'est un atelier public, de l'État, qu'il allouait aux sculpteurs qui recevaient des commandes de l'État. Et en fait, Rodin s'y est installé en 1880 lorsqu'il a reçu la commande de la Porte de l'Enfer. D'accord. Donc, mais ce n'était pas que pour Rodin, c'était Non, pour ce n'était tous pas les que... artistes qui Oui. avaient des commandes publiques. Voilà, c'était un lieu avec différents ateliers, et Rodin avait un atelier à cet endroit. D'accord. Ok. C'était son atelier officiel, mais il a eu plein d'autres ateliers qu'il louait, et des ateliers à Meudon aussi, petit à petit, qu'il a fait construire, comme le pavillon de l'Alma, qu'il a fait reconstruire en 1901 dans le jardin de Meudon, et qui lui servait également d'atelier. D'accord. Et pourquoi avait-il autant d'ateliers?
Alors, il avait aussi des ateliers de moulage, puisqu'en fait, Rodin, au départ, était un modeleur, mais il faisait mouler ses terres par des mouleurs. Et donc, il y a un processus de duplication, qu'il y avait énormément d'étapes, en fait, dans sa sculpture à l'époque, puisqu'après le plâtre, il pouvait y avoir sur commande les marbres ou les bronzes, et qu'en fait, il lui fallait énormément de place pour conserver à la fois les tirages en plâtre, mais aussi les moules, et aussi cette collection d'antiques qu'il commençait à rassembler. Et il a créé énormément d'œuvres. Le musée Rodin conserve plus de 6000 sculptures de Rodin. Oui, donc il avait besoin de place, tout Il simplement. avait besoin tout le temps de place, et Meudon est un peu le symbole de cette boulimie d'espace. Et toute cette période meudonnaise, il n'a jamais cessé de racheter des parcelles pour agrandir son terrain et construire de nouveaux bâtiments pour stocker à la fois ses œuvres et ses moules. Alors là, nous sommes dans la salle à manger de Rodin et de Rosebeuret. Donc, on a un petit salon déjà, un petit salon de jeu. C'est un petit salon où Rodin travaillait, on le voit avec des feuilles de papier, je ne sais pas s'il écrivait, ou s'il dictait ici à ses secrétaires aussi les lettres à écrire chaque matin, et où il se tenait, on le voit sur des photographies, en effet dans ce petit salon, qui est aussi rempli de peintures, d'antiques, et où on peut voir le portrait que Rodin a fait de Rosebeuret, qui était vraiment la maîtresse de maison de la Villa des Brillants. D'accord. Est-ce que ces meubles sont des originaux ? Oui, ce sont les meubles de Rodin, puisqu'en fait, Rodin a tout donné à l'État en 1916, à la fois son mobilier, la villa, la collection d'antiques, mais aussi toutes ses sculptures, ses archives et sa bibliothèque. D'accord. Donc là, on peut s'imaginer qu'il était sur ce fauteuil et qu'il dictait donc son courrier à ses secrétaires. Exactement. Et parmi ses secrétaires, on en a un qui était très connu, c'est Rainer Maria Rilke, qui a habité à Meudon dans une petite maison qui était dans le jardin et qui a été le secrétaire de Rodin en 1905 et 1906. Il pouvait donc dans cette maison loger ses secrétaires ou d'autres artistes. Il y avait aussi d'autres ateliers, pour le moulage en particulier. Et puis à Meudon, il y avait une autre maison, la Goulette aux Moines, où il pouvait aussi à la fois conserver des antiquités et héberger ses visiteurs. Je crois que son fils aussi vivait ici, quelque part dans une maison du jardin. Alors son fils, Auguste Beuret, est revenu en effet vivre à Meudon à l'époque de la Première Guerre mondiale en particulier, et a vécu dans la maison des secrétaires. On se rapproche maintenant de la salle à manger. C'est peut-être le moment de nous parler de Rosebeuret en maîtresse de maison. Oui, alors là, on peut l'imaginer recevoir les visiteurs de Rodin, mettre la table et les accueillir. Et on parle beaucoup de l'accueil de Rosebeuret dans les récits de visite à Rodin. À cette époque, les artistes ont des liens très privilégiés avec Rosebeuret à Meudon. Il recevait souvent ? Je pense qu'il y avait des périodes où il recevait beaucoup. D'autres où on a l'impression que c'était plus un ermitage et un lieu où il était assez solitaire. Donc je pense qu'il y a eu des différents moments aussi dans la vie, puisqu'il est resté très longtemps à Meudon quand même. Il y a eu des périodes différentes, oui. Mais on le voit recevoir, même faire des pique-niques dans le jardin, sortir les meubles dans le jardin et déjeuner dans le jardin de Meudon. Il recevait qui ici ? Plutôt ses amis, des relations professionnelles ?
Un peu de tout, c'est-à-dire à la fois ses amis artistes, beaucoup, mais aussi des amis, ses modèles aussi, comme Hélène de Nostitz, et puis des personnalités qui voulaient le rencontrer. Il a reçu par exemple l'écrivain Stefan Zweig, qui parle de cette visite étonnante qu'il a fait à Meudon dans son ouvrage Le monde d'hier. Alors là, on voit une table qui est dressée avec évidemment une belle nappe blanche, mais alors elle est dressée sur des tréteaux. Oui, alors là, vraiment comme ça. Oui, on a reconstitué ce qu'on a vu sur une photo ancienne et en effet, il se meublait un peu de bric-à-brac et sa table de salle à manger, c'était une planche avec des tréteaux. Les chaises que vous voyez, ce sont des chaises qu'il a fait fabriquer pour les visiteurs de son exposition au pavillon de l'Alma en 1900 et qu'il a récupéré à Meudon pour asseoir ses visiteurs. D'accord. Alors en fait, c'est pas un bourgeois, hein, Rodin. C'est quelqu'un d'assez simple. Hein. C'est pas un bourgeois. Il est vraiment aussi concentré sur son œuvre et tout ce dont il s'entoure, c'est vraiment pour créer. À Meudon, comme dans ses ateliers à Paris, il est vraiment concentré sur son œuvre. Oui, parce que le domaine, évidemment, c'est un très beau domaine, c'est grand, il va faire construire plein de choses, mais ça reste quand même, en tout cas la maison reste une maison modeste. Oui, c'est une maison modeste et le domaine est plus grand aujourd'hui qu'il n'était à l'époque de Rodin. Le musée a racheté des parcelles après sa mort, donc il était plus réduit à la prairie, au petit jardin devant. Les cuisines donc se trouvaient en bas, elles n'existent plus aujourd'hui, donc on ne va pas les visiter. À l'étage, ça ne se visite pas non plus, mais il y a la chambre conjugale. Il y a la chambre de Rodin. On ne sait pas si c'était ou si la chambre de Rose était à côté. On a encore des doutes sur l'identification des lieux. Et puis, au deuxième étage, il avait aussi encore des pièces pour ranger sa collection de peintures, ses archives et un certain nombre de choses. Et il avait aussi à Meudon une très grande bibliothèque, puisque c'était un lecteur passionné de littérature antique, de toutes sortes de livres, et des livres qu'on lui offrait aussi, que lui offraient ses visiteurs. Il y avait une salle de bain, c'est une époque aussi de transformation et où l'électricité est arrivée, où l'eau chaude dans les salles de bain, les baignoires, enfin c'est une époque aussi de grande transformation technique et industrielle. Donc petit à petit, il va équiper cette villa pour qu'elle soit un peu plus confortable. Eh bien, nous allons ressortir de la maison maintenant pour aller visiter le jardin. Rodin a choisi la Villa des Brillants pour son espace généreux, sa tranquillité et sa proximité avec Paris. La maison est entourée d'un vaste parc qui lui offrait un cadre naturel propice à la contemplation, à l'inspiration et au-delà, constituait un écrin pour ses œuvres. Dans le prochain épisode, nous descendrons dans le jardin, là où jadis était planté le pavillon de l'Alma, un bâtiment donc aujourd'hui disparu et qui a été déterminant dans sa carrière. Nous visiterons aussi son autre atelier dédié aux antiques et à cette occasion, nous découvrirons sa passion de collectionneur, un aspect sans doute moins connu du maître. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.